ce qu'on vous propose, c'est voilà, de réagir et de poser les questions ou la question. Et on essaye de répondre en ping-pong, on va dire. Et puis, Pascal, tu voulais commencer le débat? Oui, je veux bien le faire. Ouais, on t'écoute. Alors, je voudrais d'abord faire une première remarque pour vous remercier de l'exercice que vous avez réalisé, en fait. Parce que autant je pense que on a besoin d'avoir des reconstructions conceptuelles dans nos affaires, autant je pense qu'on a besoin de faire un peu comme vous avez fait là, c'est-à-dire des revues de projet. C'est-à-dire de passer par le faire et de montrer, à travers des situations concrètes, qu'est-ce qui se passe, comment on l'appréhende et qu'est-ce qu'on cherche à y faire pour que ça fasse l'objet de débat. Donc ça, moi, sur cet exercice-là, je vous remercie de cette initiative, comme vous l'avez faite là. Mais en même temps, ça peut être un peu délicat parce que du coup, ce qui est dit peut être entendu comme c'était pas comme ça qu'il fallait faire. Et là, je voudrais bien reprendre une formule qui a été évoquée par Christian, que je trouve, ou par François, je ne sais plus, entre mode de conscience et mode de pensée. C'est-à-dire on a conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et l'enjeu, c'est les modes de pensée. C'est-à-dire c'est de faire évoluer notre compréhension de sorte qu'on arrive à relever les défis. Donc pour moi, c'est aussi des questions conceptuelles, quoi. Hein, ça ne va pas comme on a fait, c'est qu'on est confronté. J'essaierai de le redire autrement demain, qu'on est confronté à des tensions et à des reconstructions. C'est comme ça que je le dirai demain. Alors, bon, c'est comme ça que je prends les choses et je voudrais faire trois remarques en partant essentiellement de la présentation excuse-moi, Arnaud. Arnaud, Thierry, Muriel. Ah, oui, oui, non. Et en plus, je ne connais que lui. Bon, à un moment, tu t'es posé la question de ton unité d'analyse, Arnaud. Et tu as, pour répondre à ça, dans ton dernier transparent, tu as dit il faudrait peut-être introduire des déterminants et donc les leviers de transformation. À un moment, tu as dit ça. Tu as utilisé la notion de déterminant. Bon, ma première remarque, question, elle va être sur cette notion de déterminant. Moi, je trouve que dans les problèmes dont nous traitons là, cette notion de déterminant, elle n'est pas pertinente. Alors, elle n'est pas pertinente parce que, en fait, elle renvoie à un modèle particulier qui est le modèle des régulations. Déterminant, activité, effet, ce qu'on appelle parfois, moi j'aime pas cette formulation-là, le schéma des 5 carrés, où après on a 8 carrés, après 24 carrés, enfin on approfondit le truc, ça devient un truc, quelque chose de monumental. Mais enfin ça reste toujours une régulation. Et une régulation c'est homéostasique. C'est-à-dire que la question de la régulation c'est de maintenir le fonctionnement stable. La régulation du bus, du trafic des bus, c'est pour maintenir le déplacement des bus, le système de déplacement des bus. La régulation du trafic aérien, c'est pour maintenir le fonctionnel, le trafic aérien. Un régulateur de watts sur une machine, c'est pour rendre stable le fonctionnement de la machine. Et quand l'opérateur régule, il assure le maintien du système. Alors après, il peut y avoir des échecs là-dedans. Soit des impacts en termes de santé, soit des impacts en termes de production, mais c'est quand même homéostasique. C'est la stabilité du truc. Or, le problème dans lequel on est, c'est pas la stabilité du système, là. Le problème auquel on est, c'est la transformation du système. Et on ne peut pas appréhender ça avec un modèle homéostasique. Alors, moi, donc je trouve que le schéma des régulations n'est pas pertinent. Et on a besoin d'une reconstruction. Étant donné le monument que représente pour nous, ergonomes, ce schéma des régulations, on a besoin d'une reconstruction sur un autre modèle. C'est pas facile. Moi, je pense que le modèle qui va mieux aujourd'hui, c'est un schéma moyen-fin. C'est-à-dire, il y a des finalités qui sont poursuivies, et pour répondre à ces finalités, on met en œuvre et on développe certains moyens. On pourrait développer beaucoup ce schéma-là. Je ne vais pas le faire là. Mais on pourrait développer beaucoup ce schéma-là. Alors, si on regarde ça, la fin là, que tu as analysé, auquel tu t'intéressais, Arnaud,
c'était fabriquer du fromage en respectant l'appellation d'origine protégée. C'était de faire de l'AOP. Qui a un modèle économique très fort. Hein. L'AOP, c'est un modèle économique. D'ailleurs, certains agriculteurs sortent de l'AOP parce qu'ils ne sont pas satisfaits des conditions dans lesquelles sont les AOP. Les AOP, c'est un vrai modèle. C'est un vrai modèle. Donc, ce que tu as présenté, c'est une analyse à l'échelle de l'AOP. Pour moi, c'est une analyse à l'échelle de l'AOP. Ça, c'est territorialisé, l'AOP. Ça s'inscrit dans un territoire. Alors, il existe des débats à l'intérieur de l'AOP, par exemple sur le salaire. Il y a des débats, tu as dit tout à l'heure que c'était la cuve qui faisait la qualité du fromage, je ne sais plus comment ça s'appelle. Il y a des débats là-dessus, parce qu'il y a ce qui fait aussi la qualité du salaire, c'est la qualité de la flore qui est sur le pis des vaches. Parce qu'il se fait que dans une autre vie, je me suis aussi intéressé un petit peu au salaire. Et c'est la flore qui est sur la pie des vaches. Donc, veut dire, tu vois, dans le système de l'AOP, là où tu vas faire pâturer ton bétail, quand tu vas dans les alpages, etc., ça fait partie du système de travail. Et puis, ça s'inscrit aussi dans la fabrication, dans le respect des contraintes de l'AOP, etc. Donc, là, il y a une unité d'analyse pour appréhender les choses. Et alors, ce que tu nous as présenté, c'était sur les postures. C'était massivement sur les postures. Pour moi, ce que j'ai vu, c'était massivement sur les postures. Et là, il y a un écart important entre les deux unités d'analyse. Tu vois, c'est-à-dire que tu me permets de discuter? Ah oui, non, mais d'accord, mais on a dit qu'on faisait c'est ça l'idée. Question par question. Ok. Et on est exactement dans l'exercice qu'on voulait faire. C'est exactement ce qu'on voulait créer parce que on avait la perception, en organisant ce congrès, qu'on ramener une conceptualisation sur ce vers quoi on doit aller a besoin de se confronter à des exemples de terrain, et c'est l'exercice auquel on se prête et sur lequel on n'a aucune difficulté. On remercie aussi Muriel de venir présenter un schéma d'organisation. Alors que c'est sûr que là, sur le groupe CPPR, on n'est pas sur des éléments d'analyse sur comment ça fonctionne, on n'a pas le travail. Mais ça donne des schémas d'organisation pour se dire comment est-ce qu'on peut intervenir dans ces endroits-là. Et merci pour ton interpellation, parce que moi, je suis un garçon bien élevé, donc j'ai arrêté de faire de la recherche quand on m'a dit que je n'étais pas fait pour ça. Donc c'est sûr que moi, j'ai arrêté la conceptualisation. Donc c'est vrai que je suis resté sur des... Je plaisante, t'inquiète pas. Je suis resté du coup sur des modèles avec un schéma... oui, tu as raison, le schéma déterminisme avec les 5 déterminants, chez moi 5 carrés, c'est extrêmement marqué. Et bien évidemment, ce n'est pas des usages que j'ai dans ma pratique. En tout cas, Thierry comme moi je le suis. Moi, je suis un intervenant de terrain. Ce qui m'éclate, c'est le terrain. De ce côté-là, je suis un intuitif. Et du coup, la question qui s'est posée à moi, c'est comment vous livrer un peu de matériaux pour créer du débat, en montrant les paradoxes entre ceux, parfois, sur lesquels on est attendu en termes d'opportunité d'intervention. C'est pour ça que j'ai signifié la posture. Alors que la posture, c'est enregistré, donc je fais gaffe. Mais en soi, je m'en fous, moi, de la posture. C'est pas mon objet. C'est pas... Je pense pas que j'ai pas des clients qui viennent me chercher pour les questions de posture. C'est pas ma spécialité, quoi. Enfin, c'est pas ma came. Enfin, je fais pas ça, moi. Par contre, comment intuitivement j'essaye de ramener, de déconstruire avec mes propres outils, enfin, qui sont plus liés à de l'expérience qu'à de l'outillage. Donc c'est là où on a besoin de se confronter. Où je viens chercher des clés de lecture, des éléments où, à l'échelle de la filière, là, en l'occurrence, répondre à ta question. Est-ce que moi, mon job, c'était de continuer à faire du fromage sous le couvert de l'AOP? Je ne suis pas sûr. Moi, je crois que mon job, dans cet exemple-là, qui est un exemple très court, hein, je suis qu'un consultant, hein, donc moi, c'est 7 jours de boulot, cette affaire, c'était de démontrer à l'échelle de la filière, à l'échelle de cette association, qu'un des déterminants des conditions de travail se jouait dans la manière dont l'AOP évoluait ou pas, et la manière dont l'AOP vivait, quelque part. Voilà, je ne sais pas si je réponds, mais c'est juste pour réagir à ta remarque. Ouais, mais enfin, je pense quand même que quand... attends, on va faire comme ça, mais je pense quand même que, si tu veux, c'est vrai que la pratique de l'ergonomie nous amène quand même à aller dans l'opérateur face à sa tâche.
Et là, il me semble quand même qu'on est... quel est le bon observatoire dans nos affaires? Je pense qu'il faut vachement se poser cette question. Quel est le bon observatoire? Ça, c'est une question... Sur l'exemple de l'AOP, c'est ce que je disais rapidement, mais un des points de réflexion qui, pour le coup, pour moi, a été extrêmement intéressant. J'aime bien organiser ces temps de confrontation, ces temps de rencontre, a été de me dire que sur l'échelle de mon observation, enfin en tout cas de ma prise de ma mise en relation avec les différents acteurs, trouver quels sont les acteurs forts, des acteurs forts à l'intérieur de l'association, sur qui est-ce que je peux m'appuyer, comment est-ce que les choses bougent. Par exemple, j'avais identifié un exploitant où j'avais misé pas mal, je le dis naturellement, enfin un peu brut pour point, mais je m'étais dit avec lui, il y a moyen de construire quelque chose, un peu faire l'effet de démonstration. Ça rejoint l'exemple que disait Muriel. Muriel, si elle veut faire bouger des choses à l'échelle du groupe dans lequel elle est, il faut qu'elle s'appuie sur des directeurs opérationnels qui vont jouer le jeu d'eux. Donc parfois c'était pareil. L'exploitant en question, son exploitation, elle a brûlé en cours d'études. Et moi, il se rapprochait de moi pour qu'on discute de, bah, tiens, comme il avait l'occasion de reconcevoir une exploitation, parce qu'il fallait qu'il se réinstalle, comment il fait, sur quel modèle, avec quoi. Et finalement, le fait que lui se penche vers cette perspective-là, l'a quelque part exclu d'un certain collectif dans lequel il était intégré. Et ça, je ne l'avais pas vu venir. Je me le suis pris dans la tronche. C'est une restitution hein, en Auvergne, à Murat, où on est là en train de discuter dans le resto, on fait le machin, et je vois le truc se jouer. Je ne l'avais pas du tout anticipé, cette affaire. Donc sans doute que dans mon schéma d'observation, je n'avais pas mis les bons curseurs. Alors, un deuxième élément conceptuel sur lequel je voulais réagir dans ce que j'ai entendu, c'est qu'à un moment, tu parles de préconisation. Donc ça, je sais que Thierry, comme on fait 2-3 bricoles ensemble, il est très, très attaché à ça. Faudrait discuter longtemps là-dessus, mais moi, j'ai le sentiment, pour dire les choses très rapidement, que la question, c'est pas tellement quelle préconisation, mais c'est quel projet. C'est-à-dire que ce à quoi on est confronté, c'est pas tant de trouver la solution que de mettre en mouvement. C'est de mettre en mouvement. C'est pas une problématique de préconisation, c'est bien une problématique de projet. Et de ce point de vue-là, moi j'aurais bien, tu vois, est-ce que les protagonistes avec lesquels tu as travaillé, eux, est-ce qu'ils ont des éléments de solution et qu'est-ce qui peut être apporté en termes à l'interface entre ce que nous on peut apporter et ce qu'eux peuvent apporter? Est-ce qu'il y a là des éléments qui peuvent enclencher un projet? Je rejoins, et si Muriel en est d'accord, moi je veux bien aussi lui permettre de réagir, parce que côté entreprise, ce qui m'intéresse, c'est aussi comment est-ce qu'on joue cette triangulation entre les attentes qu'une entreprise peut avoir vis-à-vis de ce qu'un conseil extérieur peut apporter. On est, je crois, dans cette espèce de recherche. Moi, mon objectif, c'est de transformer, c'est d'accompagner cette mise en mouvement. Enfin, ce que tu appelles mise en mouvement, moi, j'avais appelé ça le fait de changer le monde. Enfin, parce qu'en dessous de ça m'enquiquinait un peu. Mais en tout cas, d'organiser cette mise en débat, de pousser à cette mise en débat, je ne sais pas le dire autrement. Alors, c'est compliqué parce que quand on nous demande qu'est-ce qu'on produit, de dire qu'on produit de la mise en débat, oui, ça fait 20 ans que je fais ça, donc au bout d'un moment, ça va, j'arrive à le tenir dans la discussion. Mais je sais qu'en face de moi, j'ai des interlocuteurs qui sont aussi dans une attente parfois de solutions. Et c'est ça ce que je trouve intéressant dans notre articulation. Je sais très bien, je pense que c'est pour ça d'ailleurs qu'on n'abandonne pas complètement la question de la préconisation. Je vois très bien la tension là, concrète dans le cadre de l'exercice professionnel du conseil. Mais le terme des préconisations nous empêche de penser d'une certaine manière, je pense, hein, moi, ce qu'on fait. Bon. Alors, et ma troisième remarque, c'était très intéressant ce que tu as présenté entre d'un côté les deux, parce que tu as présenté deux situations différentes. Tu as présenté une situation qui était confinée, où il y avait un confinement, les animaux sont dans des trucs à stabulation, on a de la techno, donc il y a un confinement.
Et puis des choses qui sont moins confinées, beaucoup plus ouvertes, où tu as l'opérateur avec qui doit trinque-baller son tonneau, là, hein, et on voit bien les postures et les difficultés dans lesquelles il est. Et ça, c'est intéressant ce que tu as présenté là, parce qu'en fait, ça montre qu'il n'y a pas corrélation entre amélioration des conditions de travail et enjeux écologiques. Parce que d'un côté, les conditions de travail dans l'environnement le plus confiné sont plus faciles à traiter parce qu'on est dans un environnement stabilisé. Donc on peut régler la hauteur, on peut régler les conditions d'environnement, etc., etc. Mais ce n'est pas la meilleure configuration du point de vue écologique. Parce que c'est la configuration qui génère le plus d'interrogations au regard de ces externalités environnementales. Et y compris du point de vue du bien-être animal, animal d'ailleurs. Donc là, c'est très intéressant ce truc-là, et je pense que ça, il faut bien avoir ça en tête, c'est qu'il n'y a pas corrélation entre amélioration des conditions de travail et les enjeux écologiques. C'est pas parce que c'est vert que c'est favorable pour la santé des salariés. Là, ça se fait pas tout seul, ça. Et du coup, ça m'amène à une question qui est en fait une question que je vous pose et que je nous pose à tous. C'est comment on voit la question écologique, là. Qu'est-ce que ça veut vraiment dire, ça, écologie du travail? Qu'est-ce que ça veut dire, écologie du travail? Je veux dire que moi, je ne suis pas à l'aise avec cette formule-là, hein. Est-ce que écologie du travail, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est les conditions d'une écologie du travail qui est favorable à la santé, c'est ça? J'ai du mal à voir, parce que j'ai pas vu vraiment, en tout cas dans vos présentations, là c'est une question que je vous pose à tous les trois, et j'ai pas bien vu les enjeux écologiques. Quels sont les enjeux écologiques que vous avez appréhendés? Vous les avez pas formulés. Vous avez formulé des enjeux en matière de conditions de travail, mais j'ai pas vu vraiment que vous formuliez des enjeux en termes d'impact sur la variable environnementale et sur la variable écologique, quoi. Donc ça, là, je sais pas très bien écologie du travail, ce qu'il y a vraiment derrière ce terme d'écologie du travail. J'ajoute, et après je me tais complètement, j'ajoute que derrière le terme écologie du travail, comme moi je travaille un peu avec des anthropologues, hein, Thierry Lycée, j'ai des doctorants que j'encadre en anthropo, de thèse. Les anthropologues aujourd'hui ne considèrent plus que leur objet c'est la culture, parce que personne ne sait ce que c'est la culture. Et donc, ils ont complètement abandonné la question de la culture. Et que quand on définit l'anthropologie aujourd'hui, on définit l'anthropologie comme étant l'étude du rapport de l'homme à son milieu. Et donc, écologie du travail, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'en ergonomie, on fait une anthropologie du travail. Là, il y a plusieurs choses trappes possibles autour de cette question de cette formule écologie du travail. Mais voilà, je me tais. Juste une remarque sur le fait que je crois que c'est l'objet de ces 3 jours de travailler cette question-là, de travailler cette idée de l'écologie du travail ou pas, enfin, ou en tout cas de se méfier des choses trappes possibles, et c'est ça l'enjeu des 3 jours. Donc ce temps-là qu'on a voulu cet après-midi, c'est aussi de se dire, bah ouais, mais même dans des exemples qui sont tout autres, comment est-ce que ces questions écologiques se traduisent ou pas? À quel moment est-ce qu'on passe à côté? Comment est-ce qu'on va les chercher? Là, les témoignages qu'on a faits, ça n'a pas du tout de vertu d'exemple. C'est justement ça l'idée qu'on a eue. De se dire, on ne vient pas faire une démonstration en vous disant, vous avez vu à cet endroit-là, nous on a tenu ça. Et c'est de dire, tiens, c'est juste pour qu'on se précise, tu vois. Donc c'est pareil, évidemment, dans la présentation, quand je ferme sur les postures, c'est un effet de manche de se dire qu'il ne faut pas qu'on aille non plus dans des endroits qui peuvent nous enfermer. Et c'est à discuter avec vous. Pas spécialement. Donc j'entends bien, je comprends bien tout ce qui est évoqué là. La question, je voudrais juste revenir sur les précaux. Enfin, les précaux, c'est une rapidité de langage, c'est-à-dire c'est finalement qu'est-ce qu'on peut faire dans un temps immédiat, moyen, long, etc. En fait, c'est quoi la trajectoire qu'on donne et quels sont les éléments qui
permettent d'assurer en fait des effets sur le court, moyen, long terme. C'est évident que dans la situation de l'entreprise de transformation végétale, d'abord, c'est vrai que c'est une intervention hyper courte. Donc il nous manque plein d'éléments pour faire une analyse, une véritable analyse digne de ce nom. Il aurait fallu y passer beaucoup plus de temps et rencontrer beaucoup plus d'acteurs. En revanche, ce qui était intéressant, c'était de tirer le fil, effectivement, du travail tel qu'il se réalise aujourd'hui, dans les conditions qu'on a rapidement tracées, et de mettre en discussion avec le dirigeant de l'entreprise qu'effectivement, à travers sa vision bio, sa vision écolo de la situation, les choses n'étaient pas compartimentées, qu'elles se tenaient ensemble, que la question de l'alimentation électrique de son entreprise qui a besoin d'énergie pour faire tourner ses fours, ses bouilloires, etc., à travers aussi l'évacuation des eaux à l'issue de ces fabrications-là, que sa vision aussi de la circulation et de la proximité des circuits courts, donc à la fois pour son personnel de ne pas être loin, d'habiter en proximité, pour son livreur de trouver des stratégies qui permettaient d'éviter les fameux embouteillages sur l'île et de permettre une satisfaction d'un rendu des produits aux clients le plus rapidement possible, dans les temps imposés, etc. En fait, qu'il y avait, à travers son projet, son rêve, beaucoup de questions qui n'étaient pas traitées ou qui n'étaient pas suffisamment mis en débat pour dire que finalement, la réalisation, l'atteinte de ces objectifs était assurée, était certaine. Alors c'est vrai que ça posait plein de questions qu'on ne pouvait pas traiter dans la demi-journée au cours de laquelle on a pu restituer nos impressions. Et c'est vrai que c'était plus une question de regard différent de sa situation, qui s'appuyait sur le travail, mais qui essayait aussi de voir la question de l'écologie de ce travail. Ça, c'est le travail dans l'écologie. C'est pas l'écologie du travail, c'est le travail dans l'écologie. C'est les devenirs du travail dans des configurations qui sont des configurations qui ont une ambition écologique. Mais c'est pas l'écologie du travail. J'ai du mal, moi, à saisir ce qui est mis derrière la notion d'écologie du travail. Je prends la suite. Moi, je voulais faire en introduction juste une remarque qui nous concerne tous, de mon point de vue, mais qui part de ta réflexion, Arnaud, quand tu as indiqué à Pascal, je ne suis pas chercheur, je suis consultant. Bon. Non, mais qu'il ait une thèse ou pas une thèse, c'est pas le problème. La question, moi, je pense, c'est que à l'université, il y a beaucoup de chercheurs qui ne cherchent pas. Et en dehors de l'université, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas le statut de chercheur, mais qui cherchent. Alors, pourquoi? Mais il y a beaucoup de chercheurs à l'université qui ne cherchent pas. Hein. Bon, d'accord. Bon. Alors, pourquoi la question de la recherche, ce n'est pas une question de métier, de statutaire? Pourquoi c'est une question qu'on partage, y compris avec Muriel? Pour moi, Muriel, elle est confrontée à des problèmes de recherche. On est obligé de trouver des solutions, de construire ensemble des solutions qui n'existent pas au préalable. Attention, hein, qu'on ne se méprenne pas. J'ai parlé de conceptualisation. Non, mais je vais revenir sur la conceptualisation. Je vais revenir sur la conceptualisation. Je vais revenir sur la question de la conceptualisation. En tout cas, la recherche n'est pas du tout une activité qui relève des chercheurs académiques. Je ne dis pas qu'ils ne le font pas, eux, quoi. Certains d'entre eux le font. Mais ce n'est pas réservé. Je pense que c'est vachement important. Parce que justement, et ça revient un peu sur les questions de préconisation, c'est parce qu'on est confronté à des ruptures dans les enjeux écologiques qu'on n'a jamais abordées avant. Jamais. Les questions écologiques, c'est des questions qu'on a trouvées dans les années 80 de zozos, marginaux, qu'on considérait comme des gens gentils, mais des hippies, voilà. Et progressivement, cette question, elle s'est imposée par un travail très important de toute une série de personnes, mais elle s'est imposée comme une question sociétale, économique, entrepreneuriale,
politique. Bon. Et je pense qu'on est dans une situation où maintenant, cette question de l'écologie et des effondrements écologiques, elle est vraiment posée. Donc, et ça rebat les cartes des autres questions. Alors, là-dessus, on n'a pas, nous, chercheurs, on n'a pas construit les réponses. Hein. On ne les a pas. Hein. Donc, soit on les construit ensemble, vous, comme responsable dans une entreprise importante, dans l'île, toi et vous deux qui vous présentez comme des consultants, mais en réalité, vous êtes amenés à faire des questions de recherche. Et dans la recherche, à la fois, on essaye, pour reprendre l'expression de Pascal, pas à pas, de trouver un cheminement de possible, qui suppose quand même d'avoir une visée, hein, qui suppose qu'on se mette d'accord sur qu'est-ce qu'on cherche à faire ensemble. Donc le pas à pas, il marche que si on a une visée, parce que sinon on peut tourner en rond. Bon, on peut même faire du pas à pas en retour vers le système de la globalisation industrielle. Bon. Donc, il faut avoir une visée. Mais ensuite, c'est une construction ensemble. Simplement, cette construction, elle passe par des phases où si on n'a pas de solution, on a quand même une production de références. On appelle ça des concepts opérationnels qui ont un sens dans l'action. Mais la production de ces concepts, il ne vient pas, à mon avis, des chercheurs. Hein. Il vient d'une coopération entre des chercheurs, des personnes comme vous, Muriel. Quand je vous vois, alors que je tous les autres. Je tutoie aussi Muriel, comme toi, Muriel, et des consultants et d'autres personnes, d'ailleurs. Bon. C'est-à-dire que la production conceptuelle, ce n'est pas une production réservée aux chercheurs. C'est vachement important, ça. La question au besoin qui est spécifique aux chercheurs, c'est que les chercheurs fassent leur boulot pour comprendre en quoi il y a des ruptures épistémologiques. C'est-à-dire que le système qui est derrière les fameuses théories s'est remis en cause aujourd'hui. Alors qu'ils fassent ce boulot-là épistémologique pour qu'on comprenne les problèmes économiques, les comprennent en ergonomie et autres. Oui, ça c'est leur boulot particulier. Voilà. Mais dans le mouvement des choses réelles, on est ensemble. Pour moi, on est ensemble. Et on a des idées qui n'ont pas plus de valeur que les vôtres. Même moins par certains côtés. Parce que, in fine, c'est quand même vous qui êtes, toi qui es les responsables d'entreprises, d'associations, qui prenez les décisions effectives, c'est-à-dire qui engagent l'action. Bon. Je dis ça parce que c'est... Pourquoi? Parce que du coup, l'histoire du temps bref, nous, on fait des préconisations parce qu'on a 4 jours. Ou 5, ou 7. Ah, c'est ce que j'ai entendu. C'est ce que j'ai entendu. On a un temps bref. C'est pas parce qu'on a un temps court, c'est pas ça ce que j'ai dit. On va après se comprendre. Parce que, mais c'est hein. souvent la question qui est posée dans l'intervention, parce que les chercheurs, ils sont peinards, ils ont d'autres soucis, mais ils ont un revenu qui est indépendant de leur intervention. Les cabinets de consultants, ah oui, mais moi, je pense que ça compte quand même. Ils ont un revenu qui dépend des journées d'intervention qui sont financées. Et derrière, ça constitue un revenu. Donc, faut pas lâcher. On est obligé de tenir compte de cette question, en tout cas de mon point de vue. Je comprends, mais pour le coup, là, je pense que c'est pas du tout l'objet. Pas du tout. Bah, en tout cas, pas pour moi. Mais, absolument pas. Bah, je pense que c'est l'objet d'une tension entre les questions d'intervention et des réformes de la rémunération des interventions, et d'autre part, les enjeux de discussion et d'élaboration qui demandent effectivement plus de temps que 4 jours ou 7 jours, qui donc demandent à ce que l'on se rencontre régulièrement dans des espaces qui, de mon point de vue, sont des espaces d'intermédiation, c'est-à-dire qui créent des intermédiations entre consultants, chercheurs, personnes d'entreprise, de telle manière qu'on réfléchisse ensemble, sur un plus long terme, des réponses qu'on peut construire ensemble à des projets tels que ceux que vous nous avez exposés. En tout cas, moi, je pense que cette question, elle est posée aux chercheurs, aux consultants et aussi aux responsables d'entreprises qui ont besoin d'espace pour élaborer leurs questions. Mais je ne sais pas pourquoi ils ne sont pas d'accord. Alors, non, mais c'est pas ça. Enfin, je ne voudrais pas qu'on mélange trop de choses. Moi, j'ai le sentiment, par exemple, que dans ce temps court de rencontre avec quelqu'un où il n'y avait pas plus d'ambition que d'essayer d'appréhender la complexité de cette situation et de faire entendre à ce responsable, ce dirigeant. Mon but, n'était pas de briser son rêve. Mon but, c'était pas de lui dire vous allez dans le mur, vous faites n'importe quoi, c'est pas ça, voilà la solution. C'est pas ça.
la première intention était de lui dire, oui, vous pouvez améliorer vos conditions de travail, ça fera de mal à personne, au contraire, mais ça ne sera jamais suffisant à atteindre l'objectif que vous nous exprimez. Et de lui dire qu'il y avait d'autres sujets, d'autres composantes, d'autres champs d'investigation, de réflexion, etc. Mais pas sous la forme d'une injonction ou sous la forme d'une espèce de plan d'action construit à la va-vite en disant faites ci, faites ci, faites ci, faites ça, mais de lui dire que la complexité de cette situation telle qu'il l'envisageait, il y avait, de ce qu'on le comprenait, de ce qu'il nous racontait, de ce qu'on entendait de la part des salariés, il y avait des trous dans la raquette. Tous les sujets n'étaient pas pointés comme éléments de construction, de contribution à l'élaboration de son projet. C'était notre seule ambition. On n'avait pas plus d'ambition que ça. Mais c'était juste lui donner un autre regard. Moi, je pense que le regard de l'ergonome, c'est montrer les choses autrement et contribuer à une co-construction, à une réflexion. Alors, il y a des clients, puisqu'il faut parler clients, en tout cas pour nous, il y a des partenaires avec qui les choses se font sur 10 jours, les choses se font sur des années. Après, c'est le jeu de quel temps on a pour élaborer, réfléchir. Et voilà, après, c'est ça le problème du consultant. Mais c'est pas je sais pas, ben voilà. Bon, je vois que François parlait. Je vais laisser parler François. Alors, moi, je voulais faire un peu comme Pascal, mais je ne vais pas le faire parce que François veut parler. Mais parce que j'ai après de revenir sur d'autres autres questions. Juste après, c'est juste ensuite une ou deux questions. Si on rebondit sur ce que tu as présenté, comme c'était Arnaud, je veux venir sur les questions tirées que tu as présentées. De mon point de vue, on sent une intrication, une articulation entre les enjeux du travail, que tu as rassemblé autour de la QET, comme possible, potentiellement une ressource pour l'entreprise. Et on sent qu'il y a une articulation de cette question avec des enjeux économiques, la façon dont ils positionnent. Et y compris dans votre exposé, vous exposiez les faits que la façon dont ils géraient les stocks de soja avait une incidence, c'est ce que j'ai compris, de l'organisation du travail, de la façon dont vivaient les salariés ce travail, qui était vécu par les salariés comme un souci. Il y a des choses comme ça, pas forcément un énorme problème, mais un souci en tout cas. Et que ce souci, il était lié à ces stocks de soja, et que ces stocks de soja, c'est une organisation globalisée des matières premières agricoles, et donc qui pose une question qui pose à la fois du côté du travail, et aussi par exemple de la pérennité de la globalisation, qui est aujourd'hui très remise en cause, et par les effondrements climatiques, sanitaires et géopolitiques avec les guerres, qui font que cet effondrement de la globalisation, et notamment partielle, qui n'est jamais global, mais partielle, fait que le prix le prix du transport du soja ne peut qu'augmenter dans une perspective. Et bien entendu, ça va avoir une incidence ensuite sur le positionnement que vous nous avez indiqué. Donc on sent que là, il y a quelque chose qui, à la fois, on peut éveiller, ce que tu dis, c'est-à-dire en 3 ou 4 jours, je ne sais plus combien, on peut éveiller, mais en même temps, en posant des questions qui, elles, parce que le fait de savoir s'ils sont contents ou pas trop contents, ça ne remet pas en cause la pérennité de l'entreprise. L'autre question, ça remet en cause la pérennité de l'entreprise. C'est-à-dire la capacité à ce que l'entreprise soit encore là dans 5 ans. Et là, on a quelque chose qu'on sent bien, qui a amené à être construit ensemble. C'est là où la question, si tu veux, du délai là, dont tu parles, elle est intéressante à traiter entre nous pour savoir comment on y répond, parce que on peut pas... Quoi, on peut pas. L'enjeu tel qu'on l'a mis ici, sur les transitions, sur l'émancipation, nous invite, consultants comme chercheurs, à continuer à élaborer avec nos partenaires, pour reprendre ton expression, des questions et des réponses aux problèmes auxquels ils sont confrontés. Si tu veux, moi je pense que l'ergonome, il tire des fils. C'est-à-dire qu'il part du travail, de ce qu'il voit du travail, et il tire un fil. Après, c'est
combien de temps on lui laisse pour tirer le fil qui va aller dans le gras du gras, quoi. C'est-à-dire que où je suis, moi, parfois en colère ou en frustration de ce que les ergonomes pourraient faire, c'est lorsqu'on s'arrête très rapidement à des réponses techniques, à des réponses solutionnelles, enfin, à des choses qui sont, bon, ben voilà, TMS, machin, RPS, machin, enfin, tu vois, le côté recette. Et en fait, ce que je pense on partage avec Arnaud et qu'on cherche, c'est à convaincre qu'il faut tirer le fil le plus loin possible, puisque là, les effets de levier seront les plus grands. Alors après, c'est des questions de compréhension, effectivement, de ce que c'est qu'un ergonome aujourd'hui dans sa pratique. C'est des questions de capacité aussi de l'entreprise à engager du temps, des ressources, de l'argent pour réfléchir. Parce que c'est ça aussi notre problématique, je pense, aujourd'hui en tant que praticien, c'est que un problème, une solution, la rapidité de la réponse est déterminante. Et pour les entreprises, c'est pas, je ne peux pas prendre 3 ans, je ne peux pas prendre 4 ans pour réfléchir. Donc il y a une espèce de mix à trouver, en fait, entre qu'est-ce qu'on peut apporter de sérieux, de valable, de constructif, dans un temps qui nous est donné, avec des partenaires qui sont plus ou moins disponibles. C'est curieux que, de ton côté, quand tu parles en termes d'ergonome, tu considères qu'il y a besoin de pas mal de temps pour ce que tu appelles tirer le fil, c'est-à-dire approfondir l'analyse et que les dirigeants d'entreprise, eux, ils n'auraient pas besoin de temps pour réfléchir. Alors là, on est dans un paradoxe pour moi, parce que les dirigeants d'entreprise sont obligés de prendre des décisions très souvent de court terme. Ils sont confrontés justement au problème de la réflexion, de la pertinence de leurs décisions de court terme sur le long terme. Donc, ils sont justement obligés de réfléchir exactement comme toi, comme moi. Et ça ne se règle pas en 2 secondes pour eux-mêmes. Donc, on est exactement dans la même situation, eux et nous. Certes, ils sont amenés dans le court terme à prendre des décisions, après plus ou moins pertinentes, etc. Mais ils ne peuvent pas se limiter à une décision de court terme. Eux-mêmes, ils sont pris par ça. Je ne sais pas ce que tu en penses, Muriel. Oui, alors c'est paradoxal, certes, parce que le sujet nécessite une réflexion plus ou moins longue. Mais voilà, moi, je me mets dans la position là de vendre ce type de projet, en tout cas, de vendre entre guillemets ce type de projet à mon comité de direction. En face de moi, donc directeur de pôle, très opérationnel et très dans ce côté. Monsieur tout à l'heure parlait de moyens et finalités. C'est ça. Pour percevoir l'intérêt d'un projet. Et c'est la démarche, je crois, même si on était limité aussi en termes de temps, qu'on avait choisi de mener sur Salaison de Bourbon, c'est dans un premier temps une phase de diagnostic et de communication avec les salariés, parce qu'on a beau le croiser tous les matins, lui dire bonjour tous les matins, avoir des instances, entretien professionnel, entretien annuel, une communication qu'on estime en tout cas optimale, et des instances adaptées. L'intervention d'un consultant externe et cet apport externe va forcément, à mon sens, faire remonter des choses qu'on n'aura pas vues. Donc en ça, tirer le fil, effectivement, nous, on va se dire, bon, ben, voilà, il y a des contraintes posturales, il se plaint parce qu'il y a un côté aussi peut-être adéquation vie personnelle, vie professionnelle, mais derrière, oui, à notre niveau, en termes de temps et même de capacité de réflexion, on n'est pas en mesure d'aller jusque-là. Donc ce qu'on attend, si moi je peux me permettre de répondre à ça, effectivement, du consultant, c'est ce travail-là. Et effectivement, avec derrière nous, notre logique de rentabilité en termes des entreprises. Si on nous dit, on va prendre 10 ans pour vous faire ou 5 ans pour réfléchir à une démarche, oui, enfin, ça passera pas. Moi, je peux le concevoir parce que, voilà, en ayant un système de phasage... Enfin, il faut qu'on ait, alors à ce moment-là, vous parliez aussi de visée, il faut qu'on ait des étapes alors, qu'on sente à chaque... qu'on va vers l'avant, qu'on va structurer, même si notre finalité, elle est de long terme, mais à chaque étape, il faut qu'on ait une visée sur ce que ça va nous apporter. Alors, à nous et à nos collaborateurs, bien évidemment. Et cette notion même de viser par étapes suppose qu'on soit d'accord, quoi. Ah non, encore. Une seconde.
Oui, mais nous aussi, on a envie de jouer de temps en temps. Donc, parce qu'il y a des raccourcis qui sont faits qui Non, sont... mais qui sont- la visée par étape suppose qu'on soit d'accord sur la nécessité de sortir de l'actuel. C'est-à-dire qu'on ait un accord partagé sur les limites du modèle installé. Sinon, il n'y a pas de visée nécessaire. On s'aménage à l'intérieur. Donc l'accord, c'est, et ça, je pense que le premier moment qui ne demande pas nécessairement des jours, fou, hein, c'est la capacité d'ergonomes ou d'autres, parce qu'il n'y a pas de raison que ce soit que les ergonomes qui aient cette capacité-là. La capacité des ergonomes, c'est-à-dire en le posant en termes de travail, de montrer que dans le système tel qu'il existe, on ne pourra pas y arriver. Parce qu'on va durcir les contraintes. Et on va durcir les contradictions. Donc jusqu'ici, parce qu'elles avaient un peu de jeu, on arrivait à s'aménager des modalités finalement dans des niches. Mais là, on tire sur tous les sens. Et là, on va au clash. Je trouve que l'exemple, par exemple, sur le tofu, pour moi, c'est ça. Il y a une espèce d'évidence qui se révèle à travers l'histoire du soja, qui est un paradoxe, mais on en vient de le dire, so what. Mais à travers ça, et je trouve que ça, c'est une réaction, alors d'ergonome, pas forcément au début, mais tout simplement de dire, ben, si ça fait que les espaces deviennent inutilisables pour d'autres usages que ceux qui étaient prévus, que ce faisant, les gens doivent s'organiser ailleurs, dehors, soit on laisse les choses en l'état dans le système, on ne passera pas. Soit, par exemple, ça veut dire, eh ben, il faut peut-être trouver des moyens de coopération territorialisée avec des entreprises à côté pour faire en sorte que ce que j'arrive pas à stocker là, je le stocke ailleurs, que des choses que je dois faire, je les sous-traite. Mais dans un système de coopération contractualisée, je fais territoire, c'est-à-dire que le problème que je veux, la finalité que je cherche, je ne la tiendrai pas dans la seule échelle de l'entreprise. Ça, par contre, ça veut dire que le gars, il fait un voyage mental qu'il faudra certainement soutenir, parce que ça ne se fait pas tout seul, qui fait que s'il veut tenir ce projet, il faut qu'il abandonne l'idée que c'est en tant que seul chef d'entreprise qu'il va y arriver. Là, ça fait territoire. Et alors, on rejoint le sujet d'ici. Parce que sinon, c'est banal. Pourquoi on en parle ici? Parce que précisément, il y a une interpellation territoriale de s'en inquiéter, et puis il y a une évolution des activités qui oblige à territorialiser des questions et des modalités de réponse. Je trouve que cet exemple-là, sous cet angle-là, est très bon. Je ne pense pas qu'il faille 15 jours pour sortir ce que je viens de dire, puisque j'utilise ce que tu as pris, mais enfin, il n'y en a pas eu besoin de beaucoup plus pour avoir ça. Et là, ça ne tient en ça ne relève d'une légitimité d'ergonome, parce qu'après tout, un financier peut dire des tas de choses en tirant son fil, hein, que parce qu'on va le mettre en termes d'activité qui vont se retrouver très vite avec des problèmes de dimensionnement physique. J'ajoute, tiens, il y avait un autre critère qui est important, c'est que tu insistais sur le fait que le foncier était extrêmement limité et que donc on ne pouvait pas imaginer qu'il s'étende, alors qu'il serait été logique, puisque ça déborde, ben on n'a qu'à construire, on ne peut pas. Et donc l'idée, puisqu'on ne peut pas construire et que ça déborde, il faut se coopérer avec ceux qui sont dans d'autres espaces et probablement avec des moyens d'usage de cet espace-là à repenser. Et là, il se construit une échelle, je répète, coopérative, de coopération territorialisée. Là, il y a une espèce... Alors après, il faudra le faire par étapes, certainement. Il ne va pas faire, hop, comme on y va. Juste pour, si je peux, tu vois, là, je voulais préciser parce que Christian, tu étais parti dans un truc qui n'était pas dans nos propos, en tout cas qui n'était pas dans notre formule. Justement, je pense que les choix qu'on a fait de ces exemples-là, c'est juste de montrer qu'on n'a pas besoin de beaucoup de temps pour ouvrir le périmètre d'analyse. C'est justement ça. Ça ne se joue pas dans le temps, ça. Ouvrir le périmètre d'analyse et à partir d'une situation, montrer les points où on a juste besoin de sortir de l'homéostasie. Et je pense que c'est notre job. C'est notre job. Par contre, il faut qu'on soit aussi conscient, en fonction du dispositif d'intervention dans lequel on est, de qu'est-ce qu'on va générer, qu'est-ce qu'on va laisser après notre départ. Et moi, ce qui m'intéresse aussi, on prend l'exemple du soja, mais malheureusement parce qu'il n'est pas là. Mais juste les discussions qu'on avait avec Thierry à l'issue, alors ok, on sort, on fait un entretien avec lui, on discute, on échange, on arrive à se donner une perspective. Et ça, c'est intéressant. Mais pour le mettre dans une situation, cette personne, c'est une personne, pour le mettre dans une situation de se dire, on doit bousculer ses propres équilibres, qui le font tenir aussi aujourd'hui, depuis 20 ans. Comment est-ce que moi, je me mets en situation de lui partager la lecture que nous, on peut avoir, pas d'un point de vue d'autorité, parce que c'est lui qui a la responsabilité de l'entrepreneur qui tient cette affaire-là. D'ailleurs, une visée à 3 ans, à 5 ans, à 10 ans, d'autant plus hypothétique, sans doute démontré avec des éléments factuels, j'ai pas de problème avec ça, mais de son point de vue hypothétique. Lui, quelle visée il a au-delà de cela,
je dois être attentif, moi, en tant qu'intervenant, à l'effet de rupture. Et c'est le paradoxe aussi qu'on voulait créer. Merci Muriel pour le témoignage, où vos directeurs opérationnels, pour les convaincre de dire qu'il faut investir du temps sur ces choses-là, même vous, convaincus de la faire, ouais, mais les gars, ils n'ont pas envie d'y Est-ce aller. que je peux te dire juste une chose, Ouais, parce que je j'avais t'en ça en tête aussi, puisque pour l'instant, il n'y a pas vraiment de filière qui soit désignée comme telle. La seule chose qui s'en rapproche un peu, c'est l'entreprise de Muriel, qui n'est pas au sens strict une filière, c'est une entreprise, mais qui est organisée un peu à la manière d'une filière, avec un amont et un aval. Et ce qui relève des logiques de filière, ce qui était souligné encore hier, c'est que les lieux où on crée la valeur ne sont pas les lieux où on capte la valeur. Ce qui fait qu'on est piloté à ce moment-là par la logique de ceux qui captent, et qui par des pressions remontantes créent une telle pression sur ceux qui créent la valeur qu'eux, ils sont exsangues. Par exemple, l'abattoir est sous la contrainte qui l'étrangle de la transformation, qui est sous la contrainte qui l'étrangle de la commercialisation. Et l'éleveur, il se ramasse tout, ça remonte jusqu'à lui. Ça, ce sont des logiques de filière, mais c'est à l'intérieur de l'entreprise. Donc ça relève d'une décision, là, pour le coup, de l'organisation de l'entreprise dans la façon de répartir la captation de la valeur qui se fait en aval. Et c'est pour ça que les directeurs, machin, qui sont plus ou moins chauds pour se gratter la tête, ça dépend, je pense, très très fortement sur ce qu'ils ont à perdre dans la captation de la valeur par rapport à ce qui est manière de filière. Là, il y a un vrai projet qui consiste à dire, dans le système de type chaîne de valeur, de l'entreprise, on ne pourra pas y arriver à rendre une employabilité plus attractive, des conditions de travail meilleures, des possibilités locales d'investir pour que ça s'améliore, si précisément les lieux où ça se passe sont précisément ceux qui sont dans cet état-là, du fait même que la captation de valeur les a dépossédés de la valeur qu'ils créent. Là, il y a un enjeu de modèle économique. Alors ça ne se fait pas en 3 jours. Mais la question de par étape devient centrale. Est-ce qu'on est d'accord sur le diagnostic? Ça ne se fait pas non plus en 3 jours, d'ailleurs, entre nous, mais il y a l'idée de... Est-ce qu'on est d'accord sur le diagnostic? Est-ce qu'on est d'accord sur l'idée que la finalité, ce serait d'aller par là-bas, et qu'alors on construit une trajectoire qui se donne des rendez-vous pour vérifier qu'on n'est pas en train de se casser la gueule, et qu'on construit même de la valeur encore mieux, et à ce moment-là, c'est de l'accompagnement. Je pense que là, on est bien sur des questions qui sont nouvelles, parce que c'est une échelle de questions qu'on ne peut pas dire à les ergonomes manipuler classiquement, hein, et sur lesquelles on est plus ou moins équipé, et dans lesquelles on voit bien qu'on a à la fois besoin, et je reviens à Marotte, à la fois de modèles économiques pour pouvoir dresser l'architecture globale comment dirais-je, des circulations de la valeur qui se jouent, et une compétence d'accompagnement psychique des personnes que ça ébranle énormément dans leur sécurité professionnelle et personnelle. Ils sont mis au travail en tant qu'individus. Et l'idée, c'est pas de qu'est-ce que je fais avec le directeur bidule, qu'il va falloir que j'essaye de convaincre, et avec qui il va falloir que je compose. Il va falloir rentrer avec lui dans un travail qui fait qu'au début, il peut dire « oui, c'est pas con », et puis en fait, dès qu'il a tourné le dos, c'est pas qu'il vous a menti, il sait pas faire, donc il revient exactement à d'où il vient, et alors on sait plus, on l'a perdu. Alors que si on est équipé pour comprendre que la façon dont on lui parle le met au travail, qu'il ne faut pas le lâcher, il ne faut pas le laisser tomber, parce que là, c'est de l'abandon, hein, en race campagne, ça, comment dirais-je, on pourrait faire reproche d'abandon en danger. Là, on est sur des questions alors, professionnelles de l'accompagnement. Je pense qu'on est sous cet angle-là sur un sujet qui, de fait, à avoir avec le sujet du symposium dans lequel on se trouve. Alors, je voulais vous apporter une précision sur la notion de filière. Hein, donc, c'est bien. J'ai réduit ma présentation au périmètre RH. On est bien aujourd'hui, en tout cas, notre groupement s'inscrit bien dans la filière porcine. Il y a d'autres acteurs, donc il y a bien aussi l'interprofessionnel. Hein, c'est tout un modèle, on va dire, économique et de développement du territoire où on est bien identifié en tant que filière. J'ai réduit sur le groupement de mon périmètre. Il y avait d'autres entités, en tout cas d'autres institutions qui font partie de cette filière. Après, oui,
peut-être été un peu réductrice en disant, en parlant de mes directeurs de pôle, qu'il va falloir convaincre. Oui, ce sont des personnes suffisamment intelligentes pour derrière comprendre les enjeux d'un tel travail. Je vais vous donner un exemple très concret. Sur l'une des structures, on a atteint à un moment donné 11% à 12% de taux d'absentéisme, où la première analyse, en tout cas en échangeant avec la direction concernée, c'est de toute façon la moitié, c'est faux, ce sont des fainéants, c'est des médecins de complaisance, etc., etc. Donc c'était une analyse très... Et puis le reste, ben, je ne peux rien faire, c'est comme ça. Il y avait cette notion de ce taux d'absentéisme et n'était pas en lien avec, en tout cas, mon management ou mon organisation. Et derrière, il a accepté de se pencher un petit peu plus, puisqu'effectivement, on a aussi, nous, une loi, la loi santé, donc, qui dit que sur des arrêts d'une certaine durée, on va prendre contact avec le salarié, on va avoir un peu cet échange aussi social, le diriger vers le médecin du travail. Et quand on a listé les arrêts et les motifs, est-ce que les salariés ont pu nous dire, il y avait quand même une partie non négligeable et un pourcentage non négligeable qui ramenait au manager de production, qui était en lien, de près ou de loin, avec une problématique de production interne. Donc voilà, c'est juste, effectivement, dans mener le projet, il faut savoir les mettre au travail, si j'ai envie de reprendre votre terme. Et effectivement, pour ça, il faut qu'on puisse leur démontrer derrière ce que ça va... qu'on est dans du gagnant-gagnant. Comme je vous dis, l'aspect un peu réducteur de la pensée de certains, pas tous, fort heureusement, mais de certaines de mes directions, c'est la qualité de vie. En fait, qu'est-ce que ça va... Enfin, la qualité de vie au travail des collaborateurs ou avoir des instances de communication, améliorer ça. Qu'est-ce que ça va m'apporter? Moi, j'ai ma productivité. Ça va améliorer ma productivité. Donc derrière, voilà, c'est de démontrer, dans des schémas très, très rationnels, que oui, ça peut être du gagnant-gagnant et ça peut être, et ça sera forcément gage de gain de productivité, voire de création de valeur, pour reprendre votre terme. Est-ce que je peux... Ouais, vas-y. Alors je prends un peu le train en marche parce que j'étais pas dans la partie 1, il y avait une autre séance qui m'intéressait. Et en fait, ce qui m'a attiré dans cette session, c'est le titre. Je vais redévelopper après vous avoir écouté. Vers une approche écologique du travail, un enjeu à l'échelle des filières. Bon, ce qui m'attire là-dedans, c'est tiens, il y a peut-être là une opportunité pour renouveler nos lectures de ce qui se passe dans les entreprises. Je reprends ce que disait Pascal sur c'est quoi, au fait, une approche écologique du travail. Alors, je vais être un peu provocateur. Est-ce que Taylor avait une approche écologique du travail? Quel était son système écologique? Est-ce qu'on peut qualifier ça d'écologique? Mon point de vue, c'est que oui, limité, avec plein de paramètres qui manquaient, mais il y avait une forme d'écologie. Mais d'autres l'ont suivi et on dit, oh, t'oublies 2-3 paramètres. Il y a aussi quelque chose dans les relations humaines, nous dit Maillot. Je ne vais pas vous faire l'injure de tout développer, je sais que vous le savez par cœur. Et ensuite, il y en a d'autres qui sont venus nous dire, mais au fait, le gars qui vient travailler, d'accord, il a une main, c'est Taylor. D'accord, il a un cœur, c'est Maillot. Mais au fait, il a aussi un cerveau, il ne vient pas travailler pour rien. Et donc, chacun, et c'est ce que je vois, a abordé une forme qu'on peut qualifier d'écologique. Dans les différents échanges que vous avez eus, en fait, ce que vous montrez, c'est que la notion même, la problématique dans laquelle on s'insère, cette écologie, ce système dans lequel on va aller chercher un certain nombre de leviers, et c'est vrai que ce n'est pas une question de temps, c'est une question de lecture que nous avons, et de transformation opportuniste, pour prendre d'autres modèles, grâce auxquels on va faire faire un pas aux clients, à l'organisation, quelle que soit la manière dont on le nomme, et que ce pas va être compatible avec son histoire, avec ses besoins, avec ses attentes. Et donc, dans l'échange que l'on a aujourd'hui, ce avec quoi j'aimerais repartir, c'est en quoi ce que l'on sait aujourd'hui peut renouveler nos grilles de lecture. Alors je sais que c'est réducteur de dire ça, nos grilles de lecture, quand on procède à des analyses, je pense que le cœur de notre travail est là, on va analyser quelque chose, mais la beauté est dans l'œil de celui qui regarde, mais si on ne sait pas regarder, on repartira juste avec nos présupposés. Est-ce qu'on peut élaborer
une vision plus aiguë de ce qui se passe dans nos interventions. Je sais pas si ce que j'aime bien moi dans ce format qui n'est pas de symposium mais qui est plus d'atelier et qui est disruptif, c'est qu'on n'est pas dans un modèle descendant de venir vous raconter ce qu'on réalise à titre d'exemple. On est juste apporteur de matière. Et évidemment que c'est un pari qui est particulier mais que j'aime bien. Ça m'amuse bien. Après, juste une réaction sur ce qu'on disait tout à l'heure. Moi, je retiens 2 enseignements. C'est vrai que les questions qu'on s'invite à travailler, même si elles ne sont pas tout à fait stabilisées, c'est ce qu'évoque Pascal quand il témoigne le fait que pour lui, l'écologie du travail, il y a des choses qui sont à préciser. C'est ce que j'en comprends en tout cas dans ce que tu dis. Et je trouve ça plutôt sain que notre discipline, que l'ergonomie se mette soit vivante et continue à avoir des capacités à tirer des sujets sur lesquels c'est ouvert, ça a besoin encore d'être construit et ça me fait du bien, ça me rassure. Moi, ce que je retiens, c'est que oui, on a besoin d'avancer sur nos grilles de lecture parce qu'on vient traiter des questions qui sont différentes. C'est pas du tout une question de temps. Je pense que c'est plus une question d'engagement. Je pense que ça révèle plutôt de l'engagement, d'avoir une grille de lecture et c'est pas du tout une question de temps. Et dans les exemples qu'on vous a témoignés là, ça n'a aucun rapport financier, c'était pas du tout le sujet. Enfin, je préfère le préciser parce que c'était pas comme ça que les choses se tenaient. Ce que j'aime bien dans l'échange, c'est que on dit qu'on a des personnes qui vont être ébranlées par une forme de sécurité dans laquelle ils sont installés. Et c'est quelque chose qui m'a souvent questionné. Donc je suis ravi que ça sorte là, parce que ça m'est arrivé dans des interventions d'avoir le sentiment d'avoir en face de moi des interlocuteurs qui sont ébranlés, parce qu'ils ont entendu des choses de ci, de là, qui les ont re-questionnées, des informations qui puissent être parcellaires dans la manière dont ils me le témoignent, parce qu'ils n'ont pas forcément tout appréhendé, mais qui les a ébranlés et qui les a mis dans une forme d'insécurité. Parfois ça les coince, parfois ça les bloque, parce que je sais pas toute la liste des éléments de sécurité que tu témoignais, François, mais moi je rencontre des fois des acteurs qui sont dans une forme de sécurité un peu opérationnelle, un peu dans un rapport du quotidien qui fait qu'il y a ça, qui fait que ça marche, qui fait que ça stabilise. Et ce que je retiens, c'est que si on veut pas abandonner les gens au milieu du chemin, là, quand on veut les embarquer là-dessus, il faut qu'on soit quand même hyper vigilant sur qu'est-ce qu'on met en place en termes de dispositifs pour qu'au-delà de notre capacité de leur faire la démonstration de l'étonnement ou du rapport qu'on peut avoir sur là où ils sont, qu'est-ce qu'on met en place, parce qu'ils vont avoir des rapports de résistance très forts. Et comment est-ce que nous, nos dispositifs d'intervention permettent d'accompagner ces moments-là et d'accompagner ces personnes-là? Parce que sinon, je pense que là, l'ergonomie peut se planter. Je pense qu'on peut se planter dans notre capacité à montrer qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas et qu'on a besoin d'élargir. Mais que si on n'a pas sécurisé nos modèles d'intervention en parallèle, c'est un risque. C'est moi qui ai le micro. Non, moi je voudrais poser une question à Bernard. Je voudrais bien que tu me dises, qu'est-ce que ça veut dire quand tu dis que Taylor, il avait une écologie du travail? Je comprends rien du tout à ce que ça veut dire. Ce qui m'intéresse le plus, c'est pas tellement ce qu'il disait, c'est ce qu'il faisait. Vous connaissez tous la division du travail qu'il a opéré, mais dans sa perception des différents critères d'organisation, en gros, son discours était je sais qu'ils vont se faire chier au travail, mais je vais pouvoir mieux les payer et ils vont mieux valoriser leur vie hors travail. Là aussi, je fais court. Oui, mais Taylor a commencé à ça. Il y a plein de témoignages, plein d'écrits. Mais en gros, quand je dis écologie du travail à propos de la théorie Taylor, du modèle taylorien, qui était plus un modèle qu'une théorie, c'était simplement un certain nombre de critères, d'arguments qui traduisaient une représentation de ce qu'était le système dans lequel se trouvaient les opérateurs dans ces organisations. Donc, j'ai utilisé ce terme pour
face à la séance que vous avez organisée, puisque on a peu à peu, au fil des décennies qui ont suivi, élargi le périmètre des arguments pris en compte. Et ça a produit, ça a généré des sauts épistémologiques, ceux dont tu parlais tout à l'heure, et qui nous ont permis de voir avec plus d'acuité les phénomènes qui se produisaient au sein de l'entreprise, de les élargir à ce qui se passait dans l'entreprise et hors de l'entreprise. Et c'est là où nous nous trouvons aujourd'hui. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne s'appuierait que sur ce modèle taylorien, aujourd'hui, ferait d'énormes bêtises, parce qu'on sait les limites. Et on sait les limites de ceux qui lui ont succédé. Aujourd'hui, on a des limites. Est-ce qu'on peut les repousser? C'est plutôt ça ma question. Ouais, je veux bien intervenir, ou réagir sur la notion de filière au territoire, qui ont été des mots qui ont été utilisés plusieurs fois. Donc moi, je suis à la mutualité sociale agricole, enfin plutôt au niveau national. Il y a très longtemps qu'on est organisé, que les collègues sont organisés sur des territoires, donc des répartitions géographiques ou des filières. Et je pense qu'en même temps, on ne traite pas justement les questions de territoire, on ne traite pas des questions de filières telles qu'on les amène ici, avec l'idée non pas une répartition géographique ou une division par activité économique, mais des questions de qu'est-ce qui fait territoire et qu'est-ce qui fait filière en fonction d'une logique de production. Il me semble que c'est plus ce qu'on a discuté, et ce qui fait qu'en même temps, les filières et les territoires sont en reconstruction permanente, puisqu'ils sont pas stables en fonction de l'objet sur lequel on est, et sur la dynamique sur laquelle on est. Et après, je vois de grosses difficultés en même temps d'intervenir comme ça, de cette façon-là. Parce qu'il faut à la fois nous définir, on va dire plutôt le périmètre dans lequel on souhaite agir. Et là, je reprends ta notion de déroulement de fil. Je suis d'accord avec toi pour le déroulement de fil, mais jusqu'à combien on le déroule? Et on ne le déroule pas tout seul aussi. Donc oui, il y a des questions de temporalité, il y a des questions d'investissement, d'envie sur lesquelles on va, et puis aussi des effets de comment on arrive à convaincre les autres personnes qu'il faut dérouler ce fil avec nous. Mais ça renvoie à la notion de systémie et jusqu'où on s'arrête dans le système. Cette année, avec les étudiants, on a discuté de ce que c'était système, et on est arrivé que le système macro, c'était l'univers. Parce qu'on peut pousser indéfiniment la question du système, et qu'en même temps, on voit qu'on est en difficulté si on la pousse de façon indéfinie. Et voilà, c'est super intéressant, mais c'est vrai que justement, cette question à la fois de périmètre et de système, c'est quand même une construction en permanence sur laquelle il faut que nous, on sache où on va, où on s'arrête, et qu'on arrive à y aller aussi avec les entreprises. Et là, on voit qu'actuellement, on en reparlera demain, par exemple, avec le bien-être animal, c'est les difficultés dans lesquelles on est en termes d'intervenants. C'est ces questions-là de périmètre et de où on va. Et si on reprend le côté agricole, par exemple, là, on se retrouve, nous, sur des difficultés, où tant que c'est dans le périmètre agricole, avec des assurés sociaux qui sont chez nous, c'est plus facile pour nous que d'aller après sur des choses qui sont du régime général, où il y a d'autres difficultés aussi, parce qu'on n'arrive pas forcément à les mobiliser de la même façon. Enfin, en tout cas, on a moins les facilités pour le faire. Catherine, tu voulais... Non, vous voulez pas réagir On va t'écouter, ou si c'est vraiment très différent, C'est sur la question de l'écologie du travail. Donc, comme vous voulez. Ce que tu dis, Arnaud, enfin, tu me perturbes à bouger comme ça, mais je crois que tu voulais dire. Je suis d'accord avec toi justement sur l'axe de réflexion. Comment est-ce qu'on est en capacité de tirer un fil sur des éléments où ça reste dans notre périmètre? Enfin, quand je dis notre périmètre, le mot est maladroit et j'en serais repris, mais qui est cohérent avec le dispositif d'intervention dans lequel on se situe ou qu'on est en train de construire. Et pour moi, ils ne sont pas finis. Enfin, je pense que les dispositifs d'intervention dans lesquels on est aujourd'hui, qu'on arrive à mettre en place, c'est aussi ce qu'on discutera avec Sandro demain, ne sont pas du tout finis. Et d'ailleurs, tant mieux, parce que ça nous permet d'être hyper vivants en termes de métier. Mais je pense qu'il faut être vigilant, justement, pour prendre soin des personnes avec lesquelles on est en contact,
à ouvrir des questions dans un périmètre, je ne trouve pas d'autres mots, sur lequel on a une capacité à les accompagner. Et au-delà de ça, je pense que ça peut être un risque. Enfin, je reste un peu vigilante là-dessus. Vas-y, Catherine. Oui. Oui, sur la question de l'écologie du travail, moi en tout cas, alors je suis pas du tout spécialiste de ça, hein, évidemment, mais ça fait écho à un certain nombre de choses que j'ai lues, et notamment des travaux d'Isabelle Stengers sur cette question de l'écologie, où, de ce que j'en comprends, de ce qu'elle raconte, c'est que cette écologie du travail, là en l'occurrence, ce serait de prendre en compte finalement une multiplicité de manières de travailler, et notamment de prendre en compte dans cette multiplicité finalement des travails, et bien aussi les dimensions liées aux obligations des différentes personnes qui travaillent, et donc de respecter ces obligations dans le sens où qu'est-ce qui les oblige dans leur travail, et en quoi eh bien, ces différentes obligations peuvent diverger entre les différentes personnes. Et comment donc au final, dans cette écologie du travail, eh bien, on arrive à construire des liens entre ce qui relève de ce qui comment dire, fait sens pour tout le monde, et puis ceux qui ne tombent pas sous le sens commun, on va dire, et où donc là, il est nécessaire eh bien, de discuter, de travailler à la mise en relation de ces différentes dimensions. Et il me semble que c'est un point important, et ça rejoint, je pense, des choses qui ont été dites par Pascal et puis par François, me semble-t-il, précédemment. C'est-à-dire que ceci prend du temps, hein, suppose de la lenteur, mais qu'en même temps, on ne peut pas évidemment dire que donc ça prend du temps et donc on va prendre du temps, et que donc il y a cette nécessité effectivement de se fixer des jalons, d'aller pas à pas pour travailler ces questions-là. Et il me semble que voilà, c'est des éléments qui sont intéressants et qui nous permettent de retravailler autrement un certain nombre de choses que les ergonomes disent déjà, hein, mais voilà, avec peut-être d'autres mots, et donc aussi derrière d'autres étayages conceptuels pour penser notre manière d'intervenir. Tu fais une merveilleuse conclusion, je trouve, dans ton intervention. Bon. Non, mais je pense que tu as très bien synthétisé les choses, en tout cas ce dont on a discuté. Vincent ? Ouais, juste pour... parce que dans ta prise de parole, Christian, il y a un truc où à un moment donné, tu parlais d'espace d'intermédiation. Et je me demandais si, en fait, l'exemple que nous a partagé Thierry et nous a raconté Thierry, si on ne pouvait pas tout simplement le lire comme justement la tentative de créer des espaces d'intermédiation. Et du coup, de voir finalement ces 3 jours comme un cadre temporel qui s'inscrit dans un dispositif dont ils se saisissent pour essayer de créer une opportunité, comme Arnaud le disait tout à l'heure. Et du coup, en fait, d'un certain côté, moi, je me dis qu'on pourrait le lire et essayer de le travailler en se disant, c'est des tentatives de créer des cadres d'intermédiation qui vont avoir la vie qu'ils vont avoir dans le temps imparti. Et pour discuter assez régulièrement avec Arnaud et Thierry, il y a quelque chose qui mentionne assez régulièrement dans nos discussions, qui est la capacité d'essayer de tenter de faire des rebonds. Ils utilisent ce terme-là. Et du coup, moi, il me semble que ces histoires de rebonds, c'est des questions dans cette fenêtre d'opportunité. C'est justement le fait de se dire, je ne sais pas le devenir que va avoir le temps que j'ai là, mais j'ai un certain temps contractuel pour X raisons, mais qui est lié à leur pratique professionnelle et à leur statut d'emploi, et dans lequel finalement, il faut cette tentative de création d'un espace d'intermédiation qui va avoir sa vie, qui s'arrête à un moment pour des raisons notamment contractuelles, mais pas que, je pense. Et derrière, potentiellement, soit ça en rouvre d'autres, soit pas. Mais en même temps, ça ne dépend pas que d'eux. Parce que ça dépend aussi des interlocuteurs avec lesquels ils travaillent, tout simplement. Et en faisant ça, je me demande dans quelle mesure ce que Pascal parlait tout à l'heure en termes de conception pas à pas, est-ce que du coup, en le voyant comme ça, par petits pas, est-ce que ce n'est pas aussi une forme
de voir ça comme une forme de conception pas à pas avec l'entreprise qu'ils accompagnent. Mais sous réserve de savoir, moi typiquement les questions que ça me pose notamment, c'est de savoir dans quelle mesure il y a une élaboration commune des finalités qu'on vise dans le pas. Et ça, en fait, comment je peux dire, moi j'ai l'impression dans ce qu'on discute régulièrement avec Arnaud notamment, j'ai l'impression qu'en fait ça se construit en marchant d'un certain côté. Et que du coup, c'est pas forcément une donnée initiale, quoi. Il y a une donnée initiale, mais en même temps, ça se fait aussi pendant. Oui, tu peux, juste pendant que tu prends le micro, mais c'est vrai qu'on a presque l'impression Parce que... On a presque l'impression, Vincent, quand tu réagis, que tu as tout compris de ce qu'on disait en creux, enfin, évidemment, et comme si tu nous connaissais un peu, quoi. Mais juste un point sur lequel j'insiste, c'est que pour moi, la stratégie de rebond, qui est une vraie dynamique d'intervention, hein, enfin, c'est aussi assumer le fait qu'il y a des moments où les acteurs ne sont pas prêts. Ah. Tu vois, c'est aussi la réaction qu'on a eue, tu sais, Christian, quand tu nous dis par rapport à la question du soja ou cette aberration du soja ici. Moi, quand j'ai en face de moi un acteur qui n'est pas prêt à, c'est comment est-ce que je joue dans cette situation, même s'il y a des paradoxes, même si c'est sûr que son schéma, il est hyper paradoxal, mais en même temps, il n'est pas prêt à, et ça, je dois en tenir compte dans ma manière de travailler avec lui. Alors, ça me permet de rebondir justement sur la question des organismes d'intermédiation que j'avais trouvé aussi très intéressant dans ta communication, que tu as énoncé cette question. Je pense que c'est propre à la période où nous sommes dans des activités de service, et notamment de services immatériels, où il n'y a pas d'objet immédiat qui crée l'interface entre l'offre et la demande, ou entre ceux qui proposent quelque chose et ceux qui auront bénéficié, et que cette absence d'objet direct pose la question à la fois d'objets d'intermédiation, on pourra en reparler après, mais aussi d'espaces d'intermédiation. Alors ça peut être des espaces d'intermédiation ponctuels, comme tu réinterprètes leur intervention, qui est une manière de réinterpréter leur intervention de quelques jours dans les entreprises. Mais on peut aussi envisager justement un espace d'intermédiation prolongé, structuré, institué. Nous, c'est ce que nous appelons les clubs pour les comités de fonctionnalité de la coopération, c'est-à-dire des espaces, il y en a d'ailleurs à La Réunion, c'est des espaces où justement ces rencontres de discussion qu'on a engagées ici, là, entre nous tous, on les poursuit de telle manière que, parce que si on n'exprime pas le paradoxe ou une analyse contradictoire, il y a peu de chances que les personnes évoluent. Et là, c'est ça la difficulté des systèmes ponctuels, où Arnaud vient de dire « je ne peux pas exprimer le fait que le soja est en bout de course dans la globalisation parce qu'il n'est pas prêt à l'entendre ». En gros, c'est ce que j'ai compris. En gros. Alors, c'est vrai lorsqu'on a une mission directe, mais ce n'est pas vrai dans des espaces d'intermédiation, justement. C'est-à-dire qu'on peut entendre dans les espaces d'intermédiation des choses assez loin de ce que l'on est capable de mettre en pratique soi-même, mais du coup, dans le temps, ça chemine, et progressivement, c'est intégrable. Et c'est pour ça que je pense que la question que tu poses, de mon point de vue, elle est centrale de nos métiers. C'est-à-dire notre métier, c'est aussi consultants, chercheurs, intervenants, dans nos interventions, nos métiers ont besoin de construire ces espaces d'intermédiation lorsqu'ils ont une visée politique de la transition et qu'ils ont une visée partagée. S'il n'y a pas de visée, si c'est simplement s'adapter à la conjoncture, on n'a pas besoin de ça. On s'adapte et puis on crée un petit truc et puis tout le monde s'en va. Mais si on a une visée où on essaie de construire ensemble quelque chose qui a à voir avec la transition, notamment écologique, c'est quand même assez ambitieux comme affirmation, là on a besoin, je pense, de ces espaces d'intermédiation entre nous, mais entre nous et avec Muriel et d'autres personnes, c'est-à-dire assez ouverts dans son animation, pour cheminer, s'appuyer sur des expériences d'autres qui nous permettent de nous déplacer, comprendre que le problème, par exemple, de la globalisation du soja a été pris autrement au Brésil à tel et tel endroit, c'est-à-dire ouvrir le champ des possibles. Ouvrir le champ des possibles. Parce que quand on est ensuite... L'intervention peut coincer aussi. Parce que justement, il y a un début et une fin, alors que là, ça nous déplace. Et de mon point de vue, mais on va vous faire des propositions.
On est en train de discuter avec Alain Carré. Vous devez faire des propositions pour construire ces espaces d'intermédiation ensemble. On va devoir s'arrêter. Muriel, peut-être que d'abord, vous voulez vous remercier d'être venu, d'avoir joué le jeu. Et puis, je suis un peu curieux, mais je sais qu'on en discutera, à part si vous voulez le partager, de votre regard, d'arriver dans un endroit comme ça où on voit que c'est pas mature. On voit que c'est pas stabilisé, que c'est pas mature et que en même temps on y travaille. Mais si vous voulez réagir. Merci à vous de m'avoir invité. Effectivement, c'est dans nos métiers. Enfin, on court tous après le temps. Donc voilà, comme on s'était vu et qu'on n'avait pas pu faire l'expérimentation, je me souviens m'être engagée auprès de vous, en tout cas, à participer à cette réflexion et juste de prendre le temps de réfléchir, de se poser des questions, de confronter des points de vue, d'être sur ces paradoxes. C'est tellement enrichissant et tellement... oui, donc merci à vous pour ce partage d'expérience. Et puis, si demain la réflexion conduit à ce que vous appelez de l'intermédiation et de poursuivre ponctuellement, effectivement, ces réflexions, ce sera avec beaucoup de plaisir, en tout cas, que je poursuivrai avec vous. Merci beaucoup à tous. C'est comme ça qu'on fait des rebonds, c'est comme ça qu'on avance et qu'on arrive à faire des trucs. Merci en tout cas d'avoir joué le jeu de cet exercice comme on avait envie, un peu bordélique, mais c'est comme ça qu'on aime les choses. Allez, merci à vous. Allez, bravo. À plus.